Hier, le président de la Russie a proposé à l'Ukraine et à l'Occident collectif une fin à la guerre qui dure depuis 2 ans en Europe de l'Est. Aujourd'hui, l'administration Biden a répondu par un rejet ferme. Ce n'est pas une grande surprise, mais examinons cela ensemble. Il est révélateur de voir le raisonnement que les néoconservateurs utilisent pour arguer que la négociation est impossible. Il y a un article intéressant dans le New York Times. Si vous avez regardé la vidéo d'hier, vous savez que le New York Times a souligné un point que de nombreux autres journaux et médias occidentaux négligent. Ils ignorent le fait que Poutine a officiellement déclaré qu'il est prêt et disposé à négocier avec l'Ukraine et les États-Unis, s'ils le souhaitent, et même d'une manière qui permet à toutes les parties de maintenir leur dignité. L'objectif le plus important est de mettre fin à la guerre, ce qui nécessitera des négociations. Cependant, ils ont omis cela. Intéressamment, le New York Times l'a relevé, mais aujourd'hui, ils ont des déclarations officielles de la Maison-Blanche. Les États-Unis rejettent le dernier appel de Poutine pour des négociations avec l'Ukraine parce que le scepticisme reste élevé concernant les intentions du leader russe. Ce scepticisme vient après qu'il a dit à Tucker Carlson que la guerre en Ukraine pourrait être réglée avec un accord de paix. Donc nous savons où l'article se dirige. So we know where the article is going to go, right? And of course it starts with the Biden Et bien sûr, cela commence avec l'administration Biden, qui a vraiment été poussée à dire quelque chose. J'aime ce développement, car maintenant les États-Unis et les néoconservateurs sont réellement acculés. Ils n'ont pas l'habitude d'être pris à leur propre jeu de propagande par l'autre camp. Et même alors, elle est diffusée au sein de leurs propres médias. C'est pourquoi ils sont si en colère. À ce stade, toute forme d'affichage public de ce que vous pensez être bon en politique est de la propagande. Tous les camps le font. Et je ne pense pas que nous puissions parler de nouvelles sans garder constamment à l'esprit que tout a une valeur propagandiste. L'idée qu'il existe un journalisme objectif est l'une des armes de l'Occident collectif. Donc, quand je parle de propagande, je veux dire le discours politique et les nouvelles à des fins politiques. L'administration Biden a rejeté vendredi un appel du président Vladimir Poutine de Russie à des négociations. Bien sûr, quoi d'autre? Parce qu'ils aiment la guerre. Ils le font. La question est, comment rejettent-ils cela et essaient-ils encore de le tourner à leur avantage pour se faire passer pour les gentils? Ils disent que l'article cite ensuite Poutine en disant « Nous sommes prêts à négocier », a déclaré M. Poutine à M. Carlson. Le journaliste qui s'est écrit cela est réellement intéressé par le fait que cette offre a été faite par le leader russe. Non. That this was offered by the Russian leader. But it continues, it is not the first time. Mais cela continue. Ce n'est pas la première fois que M. Poutine exprime sa volonté de négocier sur le sort de l'Ukraine. Il est remarquable que des analystes, y compris Alexander Mercuris, ont souligné que nous n'avons rien appris de fondamentalement nouveau des négociations de Tucker Carlson. L'exception possible est que Vladimir Poutine semble toujours disposé à utiliser l'accord d'Istanbul comme base pour avancer. Il continue de suggérer qu'il y avait quelque chose de précieux dans cet accord. Cependant, pour quiconque a suivi les discours du président russe et des Russes en général, cela n'est pas une grande nouvelle. Même le New York Times a dû reconnaître cela et tenter de l'expliquer. Les officiels de Biden ont déclaré qu'ils n'envisageaient pas de pousser le président ukrainien Volodymyr Zelensky à négocier avec M. Poutine. Pourquoi le ferait-il? Ils ne sont pas partie prenante à la guerre, du moins de leur point de vue. Nous et le président Zelensky avons répété à plusieurs reprises que nous croyons que cette guerre se terminera par des négociations, a déclaré un porte-parole de la sécurité nationale dans un communiqué. Malgré les paroles de M. Poutine, nous n'avons vu aucune action indiquant qu'il est intéressé à mettre fin à cette guerre. Il devrait retirer ses forces et arrêter ses attaques incessantes sur l'Ukraine. Alors, d'accord. Voici la première manière dont ils tentent de le présenter, n'est-ce pas? Ils disent que mettre fin à la guerre en Ukraine signifierait qu'il n'y aurait plus de troupes russes sur le territoire ukrainien, y compris en Crimée,
avec tout libéré, et Vladimir Poutine devant un tribunal pour crimes de guerre. Parce que c'est toujours la formule de paix à laquelle ils adhèrent officiellement. C'était considéré comme une approche délirante, même il y a un mois, en Suisse, à Davos, où cela a été discuté comme un plan de paix honnête. Ils affirment que tant que Poutine n'accepte pas ces termes, il n'y a pas d'appétit pour des négociations de paix. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionnent les négociations. Vous comprenez cela, Occident collectif, mais ils prétendent le contraire. Et puis bien sûr, ils doivent mentionner Donald Trump, disant que Poutine attend juste que Trump gagne l'élection et ensuite cède à tout ce que M. Poutine demande. Les officiels américains ont également longtemps insisté sur le fait que malgré les plus de 75 milliards de dollars américains que les États-Unis ont fournis à l'Ukraine, ce n'est pas à Washington de dicter si Kiev s'engage dans des pourparlers de paix. En fin de compte, c'est à l'Ukraine de décider de son chemin dans les négociations, selon la déclaration du Conseil de sécurité nationale. C'est le comble de l'hypocrisie, sachant que c'était Boris Johnson, à la demande des États-Unis et de l'OTAN, qui a torpillé l'accord initial d'Istanbul. Donc, c'est essentiellement l'Occident qui fait un gros doigt d'honneur à Vladimir Poutine. De plus, le fait que ce journaliste ne souligne pas que personne ne discute des accords d'Istanbul est remarquable. Il ne couvre pas où ces accords se situaient ou pourquoi ils se sont effondrés. On néglige également que l'Ukraine a été contrainte à cette guerre et continue d'être piégée dedans, étant utilisée comme chair à canon. Cet aspect de l'histoire n'est pas juste ignoré, il est complètement négligé. Pour moi, cela représente le comble de l'hypocrisie. Il y a encore cette prétention que l'Ukraine prend ses propres décisions. Cependant, chaque fois que l'Ukraine est sur le point de prendre une décision que les États-Unis désapprouvent, il y a soit un coup d'État, comme celui de 2014 sur le Maïdan, soit Boris Johnson fait une visite. À présent, il est évident que Joe Biden, lorsqu'il était vice-président, avait essentiellement le contrôle sur l'Ukraine. Il a même réussi à faire renvoyer le procureur général, parce que le procureur osait enquêter sur les affaires de Hunter Biden avec une compagnie pétrolière. Et pourtant, nous avons atteint un point où l'Occident collectif prétend qu'il offre simplement son soutien. Si l'Ukraine demande de l'aide, l'Occident la fournira. Parce que, soi-disant, l'Ukraine est en charge de toutes les décisions. C'est absurde, surtout en sachant que les HIMARS peuvent cibler, sans avoir besoin du soutien de ceux qui fournissent l'intelligence opérationnelle et l'assistance avec les systèmes. C'est absolument ridicule. Mais bon, cela signifie juste que c'est un non, n'est-ce pas? Poutine a dit « Voulez-vous négocier ?» L'Occident répond « Non, nous ne voulons pas. Nous continuons à maintenir la mascarade. Et publiquement, pour propager notre propre population, nous continuons à prétendre que tout est comme nous l'avons dépeint ces 10 dernières années. » L'article cite et parle à Sergei Radchenko, un historien russe à Johns Hopkins, qui a dit quelque chose qui me déçoive. Sergei Rodchenko est en fait un bon historien, dont je lis les travaux et dont j'apprécie l'analyse de l'histoire des relations étrangères russes. Mais M. Rodchenko a dit que M. Poutine pourrait être engagé dans ce qui, à l'époque soviétique, était connu comme une offensive de paix. Cela signifie essayer de prétendre que vous voulez la paix, mais juste abuser de cela, afin de gagner ensuite des victoires tactiques, éventuellement. Plus tard, certains officiels occidentaux croient que M. Poutine pourrait également avoir son audience domestique en tête lorsqu'il parle d'une fin négociée de la guerre. Les sondages en Russie ont montré que les citoyens russes accueilleraient un règlement pour mettre fin au conflit qui a secoué leur économie. Secoué leur économie. Ils s'en sortent le mieux dans toute l'Europe. Mais le New York Times et les propagandistes ont encore besoin de s'accrocher à l'idée que l'économie est, comme le dirait Alex Christoforou, en lambeaux. Ils prétendent que l'économie va si mal alors qu'en fait, l'économie se porte à merveille. C'est une économie de guerre. C'est en plein essor en ce moment. Mais bon, apparemment, les Russes souffrent toujours énormément
avec des dizaines de milliers de victimes. C'est vrai, les Russes saignent, et c'est mauvais pour la Russie. Il est également vrai que les Russes veulent que cette guerre se termine. Personne en Russie n'a intérêt à ce que cette guerre continue le plus longtemps possible, parce que c'est horrible et c'est de l'usure. La plupart des Russes ont de la famille ou connaissent des gens en Ukraine. J'ai rencontré plusieurs Russes au Japon qui travaillent soit pour l'ambassade, soit ont d'autres rôles. La plupart d'entre eux ont soit vécu en Ukraine, soit ont de la famille là-bas. Pour les Russes, cette situation est horrible. Il y a des statistiques selon lesquelles environ 1/3 de tous les Russes ont des liens avec l'Ukraine. Vous ne voulez pas de cela. Que les Russes ne veuillent pas de cette guerre est absolument vrai. Donc, un accord de paix serait quelque chose de bien. Mais ici, nous voyons à nouveau comment l'Occident essaye de rationaliser. Vous voyez, n'est-ce pas? D'abord, ils disent que Poutine ne le pense pas. Il essaye juste de nous tromper. Deuxièmement, ils disent qu'il joue juste pour son propre public domestique. C'est pourquoi il a proposé cela dans l'interview de Tucker Carlson. L'Occident essaie de rationaliser l'offre de paix. Ils essaient d'expliquer pourquoi elle n'est pas réelle. Et puis ils peuvent continuer comme d'habitude. Parler de paix pourrait également valoir à M. Poutine des faveurs parmi les nations du soi-disant Sud global. Il est amusant qu'il le désigne comme le soi-disant Sud global. Le terme Sud global est maintenant officiellement accepté pour décrire les pays hors du collectif occidental. Donc c'est un autre point. D'accord, M. Poutine veut juste parler à l'autre côté, n'est-ce pas? Il ne le pense pas sincèrement. Personne ne sait avec certitude. Et personne ne peut savoir avec certitude à moins d'essayer, a dit M. Cherubin. C'est intéressant. Donc, monsieur, Cherubin semble être un peu plus positif. Il a noté que M. Poutine n'a pas dit à M. Carlson qu'il avait des préconditions pour les pourparlers, comme le retrait du gouvernement de M. Zelensky, ce qui est vrai. C'est quelque chose que Vladimir Poutine n'a pas dit. Il est remarquable que l'article souligne cela, suggérant que le journaliste a contacté plusieurs sources, comme Rashenko et M. Cherubin, pour des informations et a dû écrire l'article rapidement. Donc, il est clair que l'intention de l'article n'est pas de créer de la propagande flagrante. Il vise à expliquer au collectif occidental ce que cette offre de paix implique, tout en la présentant toujours dans l'esprit que, en fin de compte, nous savons tous que Poutine est considéré comme maléfique, et donc ses intentions sont remises en question. Alors, il a également mentionné qu'au final, en l'absence d'une demande ukrainienne pour des pourparlers de paix, il est peu probable qu'il y ait une pression de Washington. L'article conclut en soulignant que l'Ukraine prend des décisions absolument indépendantes et que ces décisions n'ont rien à voir avec l'Occident. Cependant, nous savons tous que s'il y avait une forme de négociation secrète en cours en Ukraine et que les États-Unis n'approuvaient pas, ces efforts seraient instantanément sabotés. Nous savons aujourd'hui, grâce aux archives ouvertes, que des pourparlers de paix avaient réellement lieu entre le nord et le sud du Vietnam. Juste 6 ou 7 semaines avant l'assassinat de Kennedy, il avait approuvé l'élimination de Diem dans le sud, qui était sur le point de conclure un accord avec le nord. C'était quelque chose que l'administration Kennedy ne voulait pas. Par conséquent, ils étaient d'accord avec les généraux qui voulaient se débarrasser de lui. Cela a été une préoccupation majeure pour Zelensky tout le temps. Prétendre que l'Ukraine est un acteur absolument indépendant et n'a rien à voir avec quiconque est aussi hypocrite que possible. L'interview de Tucker Carlson a rendu les néoconservateurs très en colère parce qu'ils ne sont pas habitués à être déjoués à leur propre jeu. Et Vladimir Poutine essaie depuis les 2 dernières années de marquer des points en Occident. Vladimir Putin hasn't tried for the last 2 years to actually score points in the West. I mean, Vladimir Putin doesn't care about the opinion. Vladimir Poutine se moque de l'opinion publique en Occident, car il sait qu'il ne peut pas la contrôler. Il ne peut pas beaucoup l'influencer. Les États-Unis, en revanche, ont été bien meilleurs dans ce domaine depuis 100 ans. Ils ont un excellent bilan pour se présenter comme le sauveur des Première et Deuxième Guerres mondiales.
le fournisseur de l'OTAN, des biens mondiaux, des jeans bleus et d'Elvis Presley. Le terme « soft power » a été inventé pour décrire comment les États-Unis ont réussi à se lier avec leurs États périphériques, les faisant ne pas vouloir partir. Actuellement, nous assistons au sommet de cette influence. Par exemple, l'Allemagne est prête à ignorer la possibilité que les membres de l'OTAN aient détruit leurs projets d'infrastructure. Les nations envisagent d'aller en guerre pour faire plaisir aux Américains, même si cela signifie abandonner des bases et compromettre leurs propres intérêts nationaux pour satisfaire Oncle Sam. C'est nouveau pour eux que Vladimir Poutine obtienne des créneaux en prime time et qu'une partie importante du public américain prête attention. Même le Premier ministre du Royaume-Uni a dû répondre à Poutine, qualifiant la revendication de l'expansion de l'OTAN de clairement ridicule. The NATO expansion claim, let's look at this. Rishi Sunak says Russia. Regardons cela. Rishi Sunak dit que la Russie a mené une invasion illégale et non provoquée de l'Ukraine. Le terme non provoqué est souligné à plusieurs reprises. Pourquoi cet adjectif est-il encore là? Pourquoi avons-nous besoin de cet adjectif? Mais bon, si cela n'était pas provoqué, pourquoi avons-nous encore besoin de rappeler que c'était non provoqué? Cela semble ridicule, mais ils s'en tiennent à la formulation. Ils doivent avoir ces feuilles d'information qui circulent, dictant le jargon à utiliser lorsqu'on discute de certains sujets. Je suis fier que le Royaume-Uni ait fermement soutenu l'Ukraine dès le début. Sunak dit que nous ne pouvons pas laisser ce type de comportement sans réponse, car cela impacte notre sécurité à tous. Ainsi, le Royaume-Uni, avec les États-Unis, agit comme un fournisseur de sécurité internationale, les policiers du monde. Nous ne laisserons pas cela se produire. Quand nous bombardons et envahissons l'Irak, alors cela est bien. Mais quand quelqu'un d'autre fait quelque chose que nous n'aimons pas, alors nous allons leur dire qu'ils ne peuvent pas faire cela. Parce que nous, le Royaume-Uni, avec les Américains, dirigeons le monde. Par conséquent, il nous appartient de donner et de juger. Et CNN? Poutine s'en sort avec une victoire de propagande après l'interview complaisante de Tucker Carlson. Ils sont tellement en colère. Ils sont en colère du fait que quelqu'un qu'ils ne veulent pas entendre, comme Vladimir Poutine, explique ce qui se passe du point de vue russe et de son point de vue. Ils expliquent toute la logique, et même comment mettre fin à cette catastrophe. Ils ne veulent pas que cela soit entendu, et ils deviennent hystériques. Dans certains cas, Carlsen a même alimenté les narratifs de Poutine. Par exemple, Poutine a avancé une théorie du complot absurde sur l'État profond. Il a affirmé que le gouvernement des États-Unis n'est pas contrôlé par ses dirigeants élus, mais par des pouvoirs non élus au sein de l'Agence centrale de renseignement. Selon lui, ces pouvoirs dirigent le président comme une marionnette depuis l'ombre. Nous sommes vraiment censés croire que l'ensemble de l'État permanent aux États-Unis, y compris les bureaucrates en place depuis des décennies et les néoconservateurs qui sont si doués pour s'ancrer dans le système, n'ont absolument aucune influence sur le processus politique. Dire que c'est une théorie du complot, c'est comme dire que les États-Unis sont aussi facilement manœuvrables qu'un navire où le capitaine le dirige réellement. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Vous avez des milliers et des dizaines de milliers de personnes qui s'entrecroisent et qui créent ensuite la politique étrangère réelle et la manière dont l'État se meut. Vladimir Poutine a déclaré dans l'interview qu'il avait eu plusieurs instances où les dirigeants occidentaux, y compris le principal dirigeant des États-Unis à l'époque, lui ont dit une chose, et puis quelque chose de complètement différent s'est produit. Alors, que sommes-nous censés en penser? Les néoconservateurs, comme Victoria Nuland, sont profondément enracinés. Victoria Nuland a été influente pendant les 20 dernières années, montant de plus en plus haut dans sa carrière. Elle était l'ambassadrice des États-Unis en Ukraine pendant les manifestations de Maïdan, et nous l'avons sur bande. Cela montre que non seulement les hauts fonctionnaires, mais aussi les fonctionnaires de deuxième et troisième rang, qui sont des bureaucrates permanents et non élus,
détiennent un pouvoir significatif sur le processus politique. Ce n'est pas juste le complexe militaro-industriel ou l'argent. Ces fonctionnaires permanents exercent également du pouvoir. Souligner cela est souvent rejeté comme une théorie du complot, ce qui révèle beaucoup sur l'état d'esprit de ces individus. En général, les néoconservateurs sont très en colère. Ils tentent de rejeter la critique et rejettent clairement l'offre de paix et de négociation. Cependant, nous savons aussi que ce rejet est inconséquent et n'a pas vraiment d'importance. This is inconsequential. It doesn't matter because Vladimir Putin, I'm pretty sure, didn't. Parce que Vladimir Poutine, je suis presque sûr, n'a pas vraiment mis un quelconque espoir sincère à influencer toute la population américaine avec l'interview. Il ne s'attendait pas à ce que le lendemain, il pousserait pour des négociations de paix. C'était évidemment juste une interview qu'il pensait probablement ne pas nuire et qui pourrait même aider. Si cela ne fait pas de mal et que cela aide, alors tant mieux. Mais Poutine et la Russie ne nourrissent aucun espoir d'un réveil soudain parmi les Européens ou le grand public américain. Ce n'est tout simplement pas ainsi que fonctionne la politique. La politique opère en créant des faits sur le terrain, puis en poussant votre adversaire vers une position que vous pouvez accepter et approuver. Et c'est toujours ce qu'ils font. C'est juste intéressant de voir ce drame public, et aussi comment les néoconservateurs réagissent lorsqu'ils sont poussés dans un coin public. Ils réagissent violemment, jusqu'au point où ils fantasment publiquement sur des actions comme interdire Tucker Carlson de lui-même ou le traiter comme un espion sous le acte d'espionnage. Tout cela était au grand jour ces derniers jours. Cela n'arrivera probablement pas. Nous verrons ce qui se passe. Mais les néoconservateurs sont furieux. Et laissez-moi dire, je suis content de cela. Ils le méritent. Ils sont à blâmer pour cette guerre. Cette guerre n'était pas nécessaire. Elle n'avait pas besoin de se produire. Cette guerre est une catastrophe et devrait être terminée. S'ils disent non et continuent de dire non, cela ne fait qu'empirer.